L'armure de fer de toutes les techniques du kung-fu est la plus mystérieuse. Avec elle, il est aisé de résister aux coups de bâton, voire aux coups de lance. On est invulnérable, mais cela implique une maîtrise parfaite de sa propre respiration. C'est une vieille technique des plus difficiles. Le corps humain a 108 points de pression, dont 36 peuvent entraîner la mort. Les 72 autres, la paralysie. L'apprentissage de cette technique commence avec le souffle, jusqu'à contrôler parfaitement sa propre respiration. Il y a 8 méthodes pour ça. Quand on les possède toutes, on est capable de maîtriser la circulation de l'air de chaque point à l'intérieur de son propre corps. Alors le corps est entièrement protégé et devient invulnérable. Cependant, il reste toujours la barrière de la respiration, le défaut de la cuirasse. Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie. Aujourd'hui on va parler de Batman, des chrétiens d'autrefois et de zététiciens partouzeurs. Générique. Lorsque les sociologues modernes parlent de la nécessité de s'adapter à la tendance du temps, ils oublient que la tendance du moment, dans le meilleur des cas, est entièrement composée de gens qui ne s'adaptent à rien. Dans le pire des cas, il s'agit de millions de créatures effrayées qui s'adaptent toutes à une tendance qui n'existe pas. Chesterton. Lorsque l'on commence un travail d'introspection, un des premiers éléments comme ça qui peut nous sauter au visage, tel un berger allemand dépendant affectif, c'est la quantité astronomique de contenus psychiques qui appartiennent en fait à quelqu'un d'autre. Jung disait d'ailleurs que ces contenus nous possédaient comme s'ils étaient des dieux. J'avais commencé à aborder la question au sein de la vidéo 37. Il va être temps de poursuivre cette inexorable excavation ensemble. Car si le constat d'une telle transmission intergénérationnelle peut sembler trivial au premier regard, cela l'est nettement moins si on l'étudie sous l'angle de ce que Danny Robert Dufour et Mister Bison appellent les psychopouvoirs. Seul Danny Robert Dufour réalise l'étendue de mon psychopouvoir. Danny Robert Dufour, qui est d'ailleurs un des seuls intellectuels de gauche que j'arrive à écouter sans avoir envie de lui mornifler instantanément les orchidées à coups de batte de baseball. Et donc, on aborde ici une question très importante. Pourquoi ce champ de la manipulation des psychopouvoirs est-il si peu étudié ? Pourquoi n'existe-t-il pas au sein des universités ou des unités de recherche des équipes multidisciplinaires consacrées aux manipulations de masse qui ont pris aujourd'hui une ampleur sans précédent? Car on dispose de quantités de techniques qui permettent d'influencer et de contrôler l'autre sans qu'il s'en aperçoive. Eh ben c'est très simple, Danny, c'est précisément parce que l'université, elle-même d'ailleurs édifiée sur la logique sacrificielle, n'a en fait aucun intérêt à donner au vulgum pecum les clés de sa délivrance, fût-elle potentielle d'ailleurs. Pire, elle se nourrit même de ses propres rejetons, à l'instar du dieu Chronos, leur promettant l'accès à un savoir plein et entier, un savoir intégral, bien évidemment c'est un mensonge, comme l'a très bien théorisé Lacan naguère. Bien évidemment, comme toute logique gnostique, il s'agissait là d'une arnaque qui demandait, pour ne pas être révélé, d'augmenter les doses dans une perpétuelle et sempiternelle fuite en avant, le tout évidemment en la ramenant pas trop. C'est qu'est-ce que l'institution dans laquelle vous êtes inscrit en tant que psychanalyste peut faire de ce que vous allez lui raconter, et elle peut essayer, si elle entend, de vous, c'est très très difficile d'entendre, parce que justement, si vous avez quelque chose à dire, ça sera critique de l'institution obligatoirement. Si vous avez quelque chose de nouveau à dire, eh ben, ça sera critique de l'institution dans laquelle vous êtes, quelle que soit l'institution. Donc l'institution, elle aura du mal à entendre votre singularité propre. Elle aura du mal à entendre. Parce qu'elle attend un truc un peu convenu. Et c'est très difficile parce que ça va aussi critiquer la jouissance de l'institution elle-même. Et la jouissance, comme toute l'institution, comme tout organisme, il est spinozien, il veut persévérer dans l'être. Et donc,
ça l'attaquera. Le pire, je crois, avec l'université et les diplômes, c'est la transe d'identification qui va avec. Souvent d'ailleurs, hein, quand on la met en relation avec l'extrême relativité du savoir dispensé, il n'y a rien qui la justifie véritablement. Chose contre laquelle avertissait déjà autrefois Philon d'Alexandrie, en disant que le malheur, c'était précisément de se figer, de s'identifier à une situation. Déjà à l'époque, il prêchait une espèce de mantra, pourrait-on dire, étonnamment contemporain, puisqu'il encourageait déjà les gens à se mettre en mouvement. Il exhortait ainsi ses contemporains à se mettre en marche. Mais le milieu universitaire n'est qu'un exemple de ces nombreux endroits où ces systèmes comme ça se reproduisent au sein de nos psychés, tels des formes de parasites culturels. On retrouve ainsi ce type de mimésis dans la plupart des endroits, en fait, de la socioculture. Qui, par exemple, se souvient qu'en 1215, lors du 4e concile de Latran, le pape Innocent III exigeait des juifs que ceux-ci portent sur leurs vêtements un insigne jaune afin de les identifier. Normal, t'es juif, il est juif, t'as juif. À peine 700 ans plus tard, il suffit alors de recycler le frayage neuronal de l'inconscient collectif, même si ça veut pas dire grand-chose, vous comprenez, pour que cette idée prenne plus facilement au sein des cerveaux, puisque n'étant pas basée sur une absence totale d'antécédents. S'il y a bien un domaine dans lequel ce parasitisme psychique est particulièrement prégnant et visible, c'est bien la politique. Comme dans une démocratie, c'est le nombre qui fait loi, ceux qui souhaitent ainsi obtenir le pouvoir n'ont pas d'autre choix que de se dépersonnaliser afin d'incarner le rôle que la masse attend d'eux. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo 44, l'individu est alors simultanément sacrifié et tout-puissant, mais seulement au sein de l'inframonde qu'il a lui-même créé par cet acte de magie noire. Et ce, même si cette toute-puissance ne lui permet donc pas de mettre fin à l'entièreté du rituel funeste qu'il a lui-même sollicité. En d'autres termes, on pourrait dire ironiquement qu'à cet instant et à cet endroit, il n'est tout-puissant qu'à 99% seulement. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Je vous ai d'ailleurs déniché comme ça un petit rush absolument emblématique qui illustre, je crois, à la perfection comment, dans le domaine politique, les individus n'ont d'autre choix que de s'effacer devant le rôle et les éléments de langage. Je viens du gaullisme social. Je suis un gaulliste social. Je me réclame général de Gaulle. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. 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 Votre première interview en tant que Première ministre. Cette majorité, elle dépasse la gauche et la droite. Vous avez dans le gouvernement, effectivement, des personnes qui ont une sensibilité de droite. Vous avez des personnalités qui ont une sensibilité de gauche. Des personnalités qui viennent de la gauche, du centre, de la droite. Ce ne sera pas seulement un gouvernement de droite. Quel est le critère? Oui, des gens de gauche. Qui partagent cet esprit de refus du sectarisme. Le sectarisme est une preuve de faiblesse. Donc il faut ouvrir la table à tous ceux qui le voudront. Ma méthode, c'est de dire la vérité. Il faut dire la vérité. Être lucide sur le constat. Il faut être lucide. Y compris quand c'est difficile. Je dirai la vérité, même si elle est difficile. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Le gouvernement sera rassembleur de compétences. Réunir autour de la même table des hommes et des femmes qui ont des compétences. Choisies parce qu'elles sont compétentes. À la recherche de solutions. Chercher des solutions. Je veux qu'on trouve les bonnes solutions. Proposer des solutions. Trouver des solutions aux problèmes qui préoccupent les Français. Tout ne peut pas se décider depuis Paris. Les bonnes idées, elles ne viennent pas toujours d'en haut. Depuis Paris. On les trouve sur le terrain. Je crois au territoire. Sur le terrain. Les territoires. Prendre en compte les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux dans les territoires. Les syndicats. En associant les organisations syndicales. Et puis les élus locaux. Les élus locaux. Les élus locaux. Les élus locaux qui ont une grande partie des solutions. S'il y a bien sûr une forme de saine humilité à se souvenir que tout ce que l'on vit fut jadis vécu par un autre, d'une part l'émergence du contexte technologique nous propose tout de même, il faut le reconnaître, de nouveaux défis, et d'autre part certains humains autodéterminés semblent toutefois faire preuve, malgré tout, d'une certaine forme de singularité. Et si ça n'est aucunement le but de l'hypnomachie, il faut bien constater que la déstructuration des trans de l'environnement entraîne très très souvent, c'est même la norme de facto, l'éclosion d'une forme d'originalité, même si elle n'est qu'un épiphénomène pouvant, pour certains, à un moment, être source d'anxiété. Assume ta connerie. Assume.
Qu'est-ce que t'espérais? Hein? Que d'un coup de baguette magique, tu seras heureux avec ta famille? T'emmènerais tes gamins au foot? Tu paierais ton crédit auto? Normal, c'est un nom de programme. Sur un sèche-linge, les gens comme nous, on n'a pas droit au normal. De ce point de vue, on pourrait considérer l'hypnomachie comme une forme de poésie, c'est-à-dire de la création d'un sujet assumant un nouvel ordre de relations symboliques au monde. Pour reprendre ainsi un terme polynésien passé dans le langage courant, on passe ainsi du tabou au Noa. Noa qui signifie libre. Et toi, tu es libre ? Ce travail si particulier implique de se débarrasser de ce que Lacan appelait les noms du père. Réaliser l'illusion contenue dans le concept même de père. Ce qui est d'autant plus ardu que ces illusions fournissent un important sentiment de sécurité. Cela demande donc de stabiliser, voire d'autonomiser ce sentiment avant la grande plongée, sous peine de profonde résistance. Résistance que l'on perçoit aisément dans moult commentaires sous les vidéos de la chaîne. Il est beaucoup moins coûteux en glucose de continuer de vénérer ainsi de telles idoles. On ne touche pas un père. Le père, il est ton avenir. On ne touche pas. Peu importe ce qu'il fait. On n'honore pas les parents à cause de ce qu'ils ont fait. C'est à cause de ce qu'ils sont. Tu viens de cet homme. Cet homme est un repère. Non, il n'a rien fait pour moi. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ton existence. Tu es en train de respirer. On ne touche pas un père. C'est la source. Celui qui crache à la source, là où il boit de l'eau, cette personne est insensée. Entendez-moi bien, je ne suis pas ici en train de prôner une espèce d'éternelle adolescence coincée dans une ingratitude perpétuelle. Il est plutôt ici question d'une juste distance, et son corollaire, le fait que celle-ci soit propre à chacun. S'il est vrai que certaines carrières monacales ou militaires peuvent à l'occasion structurer comme ça le psychotique, d'autres se sentiront beaucoup mieux un peu plus loin du nom du père. Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Cela peut même hâter une certaine forme de croissance intérieure, à l'instar de ce qui peut se passer sur le plan strictement biologique, puisque l'absence du père, au niveau vraiment physique, tend à entraîner un déclenchement plus précoce de la puberté. Ce qui est assez logique d'ailleurs, d'un point de vue évolutionniste. Cependant, absence ou distance du père implique une absence de modèle identificatoire. Une absence de prescription comme ça indirecte sur ce qu'il faudrait faire ou devenir. Absence de prescription qui, aussi hypnotique qu'elle puisse être, peut quand même soulager précocement certains d'avoir à payer le prix de contacter ses désirs propres. Dans le livre du Ça, Georges Grodec raconte comment sa vocation lui est venue. Il jouait à la poupée avec sa sœur, qui voulait absolument qu'il enfile un vêtement supplémentaire à cette poupée. Et il lui a dit alors « D'accord, mais elle va mourir ». Et son père qui assistait au jeu lui a dit à ce moment « Toi, plus tard, tu seras médecin ». Enfin, je parle de désirs propres, mais depuis Girard, on sait bien que ceux-ci sont essentiellement de nature mimétique. Nous en reparlerons. Mais au début, il est donc question comme ça d'une exploration de ce qui sous-tend notre être désirant, ses fantasmes, ses lubies, mais aussi ses illusions, et bien sûr, toutes ces mimésis inconscientisées. Alors, quelles peuvent être les racines infantiles, inavouées de ce désir de l'analyste? Ça peut être par exemple avoir voulu soigner sa mère, ou bien désarmer la violence d'un père, ou bien se libérer d'un désir pour la sœur, ou bien normativer quelques épisodes homosexuels. Ce sont à chaque fois des cas d'espèce d'un désir de se soigner qui s'est retourné en désir de soigner. Cela revient donc à continuer d'être très névrosé, tout en soignant d'autres névrosés, qui peuvent d'ailleurs finir par être en bien meilleure santé que leur analyste. Non, mais par exemple, en Russie, ça se voit où des gens ont commencé à être analystes sans avoir fait d'analyse. Rapidement, leurs patients étaient vraiment en pleine forme et eux... Alors, notre désir est-il nécessairement, comme cela, le désir de l'autre, qu'il s'agisse d'une mimésis girardienne ou de l'hypnose précoce d'une figure transférentielle, paternelle, stimulant nos neurones miroirs? Oui, Frédéric. Je ne sais pas. Les autres alors, les autres, vite, on en profite. Moi non plus. La puissance de ces neurones est gigantesque. Il est ici question d'apprendre à inhiber un des principaux réseaux de neurones favorisant la mise sous transe. Tellement puissant
que l'immense majorité des individus passeront leur entière existence à refaire ce que d'autres ont fait avant eux. Ou l'exact inverse. Ce qui revient au même, en fait. Et c'est cette tendance et cette quasi-incapacité à s'abstraire de ce fonctionnement en deçà de 120 QI au doigt mouillé qui explique l'aspect endémique de la logique sacrificielle. Et je dis bien que ça n'est qu'une possibilité. En devenir, cela demande une forme de travail. D'où un grand écart gigantesque entre le nombre d'appelés et ceux qui y parviennent effectivement. J'insiste une nouvelle fois, désolé pour les passages un peu redondants de la vidéo, en la matière, faire l'inverse, c'est encore faire pareil. On ne sort pas d'un système hypnotique en s'y opposant bêtement. Ah, tout de suite des insinuations. Et c'est précisément pour ça que la logique sacrificielle se maintient aussi bien génération après génération. Comprenez bien que là, l'air de rien, je suis quand même en train de vous proposer un axe possible de développement pour toute une partie de l'espèce sur 4-5 siècles. Bien. Pourrait-on s'y mettre avant la fin du millénaire ? Plus sérieusement, ce type d'approche téléologique diffuse l'anxiété, et en plus elle le fait plutôt bien. C'est en fait de cette façon que prend l'hypnose des pairs. Des pairs P-E-R-E-S, évidemment. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Et ma foi, ça n'est ni bien ni mal, c'est simplement ce qu'Adler appelait un mensonge vital, et c'est typiquement ce genre de petit mensonge à soi-même qu'il va s'agir dans une démarche d'hypnomachie d'aller débusquer. Je pose des questions philosophiquement techniques que n'importe qui peut se poser à la maison, aller chercher. Au niveau basique, on va trouver donc des formes de ce qu'on appelle le narcissisme familial, c'est-à-dire une forme d'orgueil de l'appartenance à un clan, à un nom, à une fratrie et à la création d'un faux self comme étant le membre du groupe. Bien souvent, à un niveau inconscient, on retrouve comme une confusion entre la transgression de cette appartenance avec la mort et l'anéantissement. C'est un programme génétique extrêmement puissant qui nous a été inculqué depuis des dizaines de milliers d'années. La possibilité de s'en affranchir est extrêmement récente, ce qui explique notre difficulté à identifier ce qu'il conviendrait d'appeler ici une distorsion cognitive. En tout cas, dans les années 2020 en Occident, que ça soit même d'ailleurs aujourd'hui encore pertinent au fin fond de la Malaisie ou de l'Afrique noire, je le crois bien volontiers. Et c'est consécutivement à l'expression inconsciente de cet atavisme que certains peuvent parfois rester comme prisonniers, englués dans des familles maltraitantes, des relations toxiques, des bullshit jobs, voire des paroisses abominables. Bonjour mes fils. Mes fils, n'ayez jamais peur. Je peux vous sauver, tout se passera bien. Merci beaucoup. Oui, merci mon père. Oui, je suis tombé sur un vivier de rush de vieux films de kung-fu qui étaient tous plus extraordinaires les uns que les autres. Bref, comprenez bien que si la famille reste le premier vecteur de transmission de l'hypnose socioculturelle, et si cette même famille peut transmettre à l'enfant des attachements insécures, voire même parfois désorganisés, il en est de même pour la socioculture dans son ensemble, qui peut aussi transmettre ce type de programme. Ça se voit et ça a été mesuré d'ailleurs. Il convient donc d'être vigilant sur ce qui se niche dans notre caboche, et ce, même si ces habitudes peuvent paraître familières. Ça, c'était une thèse de Freud. Le plus grand pas que l'enfant a à faire pour l'humanité, pour la société, c'est de sortir de la famille et d'aller vérifier que les solutions qu'il a fabriquées, son symptôme, ça lui permet ses engagements dans le sexe, dans la politique, dans le social et avec le savoir. Regardez le monde dans lequel on est. Crise économique, crise sociale, crise écologique, j'en oublie une. Pandémie. Bon, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire on a un monde qui nous fait croire
que la mort de l'humanité n'est plus mythique, qu'elle pourrait être rentrée dans un temps historique. En plus, on parle de transhumanisme, de se guérir de la vie, donc est-ce qu'on va avoir faire des enfants? Alors je vous pose la question comme ça, vraiment, on aime les enfants? D'ailleurs, pour la petite histoire, sachez que plus un enfant s'avère être conforme à son stéréotype de genre, au stéréotype socio-culturel de son genre, plus l'investissement parental sera important. Faut pas essayer à tout prix d'être original, hein, tu vois? C'est assez logique d'un point de vue évolutionniste en fait. Plus un individu est conforme, plus il va être identifiable, plus il va être lisible par le reste de la socioculture, moins ses partenaires auront donc à dépenser du glucose pour le reconnaître comme étant un homme ou une femme en termes de logique d'accouplement et de reproduction, plus il a donc de chances d'être simplement choisi, d'où investissement parental plus grand pour la survie du génome. Ok? Donc profites-en tant que t'es jeune, parce que tu ne seras jamais aussi con que le mec que tu vas devenir, hein? Oui, mais réfléchis à cette phrase. Tout ce bain culturel primordial permet le lien entre les êtres humains, mais pas forcément la rencontre, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo bonus 53. Et sans réelle rencontre, avec une altérité avec un A majuscule, eh ben c'est pas simple de se rencontrer soi-même. Car ce type de rencontre vous marque généralement à jamais. L'altérité nous altère, c'est un peu le principe. Mais combien se contenteront de vivoter dans des univers scriptés par une sous-culture étouffante et attendue, essayant par cette routine de recréer un sentiment de sécurité que l'absence d'une maman vraiment présente aurait pu leur prodiguer. Qu'il s'agisse de politique, de religion ou de n'importe quel type d'habitus en réalité, ils reproduisent ainsi des injonctions de père, certes illusoires, mais dont la nécessité sociale va s'imposer statistiquement pour des raisons de neuroprécarité. C'est un euphémisme. Pour autant, il suffit d'observer un simple ado « Je veux un scooter !» pour constater à quel point ils vont chercher à imiter, à rejoindre, à épouser les codes, les émodities de tel ou tel sous-groupe. Si vous haïssez la vie, si vous détestez le soleil et avez besoin de clopes et de café, vous êtes gothique. Par contre, si vous aimez vous habiller en noir parce que c'est fun, que ça vous plaît de vous maquiller avec des paillettes et que vous suivez la voie occulte tout en évitant les trucs mauvais pour la santé, alors ça veut dire que vous êtes un connard de vampire sans rien dans la chetron. Parce que si quelqu'un arrive à croire qu'il est réellement un vampire, c'est qu'il est complètement débile. Bien sûr, il est question ici d'une confusion totale entre identité et appartenance. Là encore, on nage dans les transes hypnotiques d'identification. Mais en raison des difficultés précédemment citées sur justement des milieux extrêmement pauvres en présence et en amour, ces confusions risquent fort de rester vivaces chez un nombre écrasant d'adultes, avec comme conséquence funeste une existence passée en périphérie de soi-même, dans le précaré des chamans culturels du passé. C'est ainsi Renner et Rosenzweig en 1987 qui constatèrent comment des rats élevés en captivité avec un environnement riche développaient en général un cerveau plus gros que les rats sauvages. Je pense qu'il faut pondérer les résultats de cette étude, parce que d'autres travaux montrent au contraire que les animaux sauvages, que ce soit les chats, les chiens, etc., ont tendance au contraire à avoir un cerveau plus gros que les animaux domestiques. En gros, je pense qu'une façon de produire un modèle unifié de ces différents travaux est simplement de se rendre compte que plus on est stimulé, plus le cerveau va avoir tendance à grossir. Donc évidemment que vivre en pleine nature, ça demande une forme de stimulation par rapport à un animal qui se contente de dormir et d'attendre sa bouffe, ça c'est une évidence. Mais à l'inverse, si on prend vraiment soin de créer pour l'animal un environnement enrichi dans un milieu domestique, alors il va développer un cerveau donc encore plus gros que ne le ferait un animal sauvage, comme une espèce d'allégorie de ce qui s'est passé pour l'homme avec le développement de la civilisation. Il est fortement probable que la vie en collectivité ait largement contribué à l'essor et à la maturation de notre néocortex, permettant ainsi l'apparition du langage. Il est ainsi permis de postuler qu'il existerait une espèce de seuil optimal de domestication en deçà duquel les capacités cognitives de l'individu chuteraient. Et spoiler, vu la courbe du quotient intellectuel dans le monde occidental, il semblerait que nous soyons passés du côté de trop de domestication. Il se pourrait que l'État-providence et la baisse de l'incertitude vis-à-vis de la vie, de la mort liée à la modernité, ce qui est
essentiellement ce que la plupart d'entre nous demandons à la civilisation, eh bien il semblerait que tout ce changement d'environnement ait contribué à une atténuation progressive de l'input initial. Là, j'ai vraiment découvert le monde de la glande. Non, mais c'était fou. Il y avait 2-3 jours où je pouvais ne pas ouvrir l'ordinateur, mais c'était pas grave. On buvait des cafés, tu racontais la météo. Un jour, j'ai fait une connerie, j'ai ouvert un dossier, je l'ai traité, tu vois. C'est monté à Paris, les mecs, qu'est-ce qu'il a fait? Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a traité un dossier, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Toutes ces réflexions sont à prendre avec des pincettes, vous l'avez compris, mais ça n'est pas pour autant qu'elles ne sont pas intéressantes. La fonction à l'échelle de l'espèce, de ce bain culturello-génético-hypnotique, c'est bien évidemment la survie physique. Et pour ce faire, point besoin d'un niveau de complexité cognitive excessif. Il suffit, a priori, d'une structure de base, ilique, sans option particulière, ça suffit et c'est parfait ainsi. Dans l'absolu, il faudrait même préférer, si vraiment on veut optimiser la survie physique, notamment des enfants, il faudrait préférer des systèmes plus ou moins non exclusifs où c'est la tribu qui élève les enfants. Ainsi, l'anthropologue Steven Beckerman, qui a étudié notamment les Bari du Venezuela, a montré que chez eux, les chances de survie d'un enfant monte de 64% à 80% quand un enfant avait un deuxième papa d'appoint. Ce concept en anthropologie qu'on appelle la parentalité partagée se retrouve dans de nombreuses ethnies. En copulant avec plusieurs hommes, la femme maintient l'incertitude sur la paternité de chacun des géniteurs potentiels, obtenant ainsi leur investissement à tous. Cela prévient et évite, en outre, les tentatives d'infanticide. En fait, il faudrait imaginer, je sais pas moi, une partouze de zététiciens, hein, imaginez, je sais pas, Bruce de Y Penser, Julien Pin et Assermandax avec des masques noirs comme ça, à 3 sur une zouze, bon, ils font du sale tous ensemble avec leurs masques, voilà, très très bien, et une fois que tout ceci est fini, la maman dit « Eh non, je suis en cloque », et à partir de là, ils se retrouvent tous potentiellement papa. Malin, non ? Eh bien, ces principes anthropologiques que je vous partage là ont fortement remis en cause l'ancien paradigme biologique occidentalo-centré qui voulait que la femelle soit ontologiquement plus sélective que le mâle en raison de la rareté de ses gamètes. Cette conception prend l'eau, donc il faut dire qu'elle commence à dater méchamment puisqu'elle avait été formulée en 1948 par celui qui laissa son nom à cette théorie, le professeur Angus Bateman. Qui que je sois au fond de moi, je ne suis jugé que par mes actes. Bruce ? Bref, il n'empêche que réaliser donc ainsi à quel point les morts gouvernent les vivants peut être l'occasion pour certains d'une nouvelle naissance. Nous sommes nés une première fois, intra faes urinam nascimur. Vas-y, vomis, hein ? La sortie de l'hypnose culturelle peut ainsi être assimilée à ce que la tradition appelle une sorte de baptême du feu, à l'image des anabaptistes, ces chrétiens qui considéraient les baptêmes des enfants comme nuls et non avenus, puisque pas vraiment réellement profondément souhaités par l'individu. D'où tu tiens ça, Wikipédia ? À ce stade, il va s'agir de conserver une relative, on ne cherche pas la perfection, mais une relative équanimité vis-à-vis de 3 grands types de rites socio-culturels. Les rites de consécration, des diplômes aux ceintures en passant par les galops ou votre 3e étoile. C'est parce que j'avais trouvé que le trou qui s'était creusé entre ce que nous savons au XXIe siècle et ce que c'est ceux qui sont censés être les savants est devenu un gouffre. Et que donc, il faut bien leur expliquer, il faut bien que quelqu'un l'explique. Mais c'est assez mal pris. Quand vous dites aux gens, vous savez, ce qu'on vous a appris pendant vos études, c'est une bêtise, c'est complètement faux. Vous savez, ils le prennent mal, les gens. Donc, ils retravaillent plus. Une fois qu'on leur a appris quelque chose à l'école, ils retravaillent plus, vous savez. Et donc, c'est entré, c'est bétonné, là, c'est là. C'est un caillou auquel vous n'avez pas accès. Les rites de désacralisation, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la destitution, avec la déchéance sociale que cela implique en termes de statut social, voire d'ostracisme. Et ne revient
et les rites d'expiation, qui ne sont jamais que l'expression de la logique girardienne, basée sur une confusion donc entre le symbolique et le réel, de sorte à se protéger en fait de la violence fondamentale de ce dernier. Attention, je ne suis pas ici en train de m'annonchalir en prenant ici une forme de dérivé cheap de la sociopathie. Il est ici question de liberté intérieure. Mais je vous l'accorde, du point de vue d'un regard conditionné, distrait ou apotropaïque, rien ne ressemble plus à l'un que l'autre. C'est vrai, ça ressemble. À la différence peut-être que une approche basée sur la liberté intérieure n'obligera jamais une altérité à rejoindre et à adhérer à ces velléités. La différence est ténue, certes, mais capitale, fondamentale même. Je ne développe pas plus ça ici, parce que d'une part, il me semble avoir été à peu près clair, et puis surtout, ce sont des thèmes que j'ai déjà largement abordés, ou en vidéo, ou en séminaire. Tu vois, ils connaissent. Mais ils connaissent. Bref, il ne s'agit pas ici de perversion, d'inversion, hein, c'est à peu près synonyme, la perversion c'est toujours une forme d'inversion. Il ne s'agit pas ici d'aversion, il s'agit ici de subversion. Standardiser les comportements et les attitudes des individus par des rituels a longtemps été une question de survie pour le groupe. Cette standardisation permettant au plus grand nombre une forme d'économie cognitive. Si chacun agit conformément à l'hypnose socio-culturelle, je n'ai pas à me demander quoi faire et comment réagir, tout est donc scripté d'avance. Mieux, cette économie cognitive permet l'inclusion de tous, même les moins bien outillés au niveau du cigare. On étalonne ainsi sur le plus petit dénominateur commun, sauf que le choix de ce dénominateur commun se fait dans l'immense majorité des cas par voie hypnotique. C'est dommage d'ailleurs, parce que rien ne l'oblige, mais de facto, c'est en général ce qui se passe de façon parfaitement autoritaire. Et comme l'autorité implique une forme de virtualité, ce que ne comprennent pas malheureusement beaucoup de petits jeunes qui débarquent sur la chaîne, on s'engouffre alors dans la transe fût-elle collective, qu'elle soit orthodoxe dans les clous, ou rebelle, comme je le disais tout à l'heure. Je veux dire, quelque part, toute norme crée toujours une anti-norme, mais s'opposer, c'est donc toujours être victime de l'hypnose du chaman. Le réel est troué, comme dirait Lacan, mais pour ne pas le voir, on va faire en sorte de recréer ainsi un bouc émissaire à la recherche d'une espèce de perfection, de papa parfait, etc., conformément aux pulsions grégaires. Pour éviter ce mécanisme de bouc émissarisation tribale, on sophistique, on institutionnalise. Ainsi, on peut se gargariser comme ça, par exemple, de mettre fin au bizutage en fac de médecine. On se prend ainsi pour des individus civilisés. Alors qu'en fait, on aura simplement déplacé la mimésis entre les médecins et les ostéos, entre les ostéos et les kinés, entre les psychiatres et les psychologues, entre les psychologues et les psychanalystes, entre les psychologues et les psychothérapeutes, Bon bref. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Et de la sorte, chaque corporation, chaque petit exécutant défendra ses intérêts et ses idées sans réaliser qu'à aucun moment il ne parle. Il est parlé. D'où psittacisme hypnotique des générations précédentes que ceux déjà là qui les téléguident en sous-marin. L'inconscient, c'est aussi le discours de l'autre qui s'exprime à travers nous. D'ailleurs, plusieurs études montrent que moins on réfléchit, plus on ouvre son système, plus on aide et plus on coopère. C'est très très connu des personnes qui font de l'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire que on va se mettre vraiment dans un mode qui va être perméable aux suggestions. Vous avez ainsi Vikramasekara et Slick en 2003 qui montraient que l'hypnotisabilité était bel et bien corrélée avec l'empathie. C'est en fait corrélé au taux d'ocytocine. Cela signifie quasiment la même chose avec des grilles de lecture différents. Plus on est bien avec des gens, plus on se sent en confiance, plus on va ouvrir son système et plus on va être vulnérable et perméable à l'hypnose, de sorte à permettre l'établissement d'un réel commun. L'acte de penser étant un luxe sur le plan de l'évolution, l'abondance des sociétés modernes semble nous offrir une occasion de nous émanciper ainsi de milliers d'années de conditionnement.
Bien sûr, cette propension à la coopération entre les humains est à pondérer selon le contenu de la socioculture. Ainsi, si 40% des passants proposent une aide spontanée à un individu en difficulté à Kuala Lumpur, le chiffre peut monter jusqu'à 93% à Rio de Janeiro. Dans les cultures latines, il semblerait qu'il y ait une espèce de valorisation de l'aide portée à autrui. Mais globalement, plus on monte en niveau de réalité, en complexité en tout cas, c'est pas forcément mieux, plus on devient libre d'aider ou non. On s'émancipe ainsi de ces déterminismes limbiques, ce qui ne veut pas dire, je le redis encore pour les demi-habiles, ne pas aider. C'est Bauer, en 2009, qui disait, écoutez bien, cette phrase est extraordinaire, « Les humains ne peuvent pas faire autrement que de faire et d'achever ce qu'un autre montre et vit. » Cette phrase, elle est vertigineuse tant elle résume en très peu de mots plus de 10 000 ans de sélection naturelle, 10 000 ans de transmission transférentielle verticale liée au nom du père où chaque génération s'enorgueillissait, comme ça on sait pas trop pourquoi, de transmettre tel quel l'héritage des anciens. En mémoire de mon père, je suis fier d'accepter! Alors oui, pendant des millénaires, certes, la mort des pères, ça signifiait la mort du savoir et des connaissances, et avec elle, à terme, l'annihilation de la tribu. Pas de problème. Nous avons été sélectionnés darwiniennement pour suivre benoîtement, pas de problème, la moindre de leurs injonctions rituelles et ritualisées, sans réfléchir, devenant par là même de la chair à canon hypnotique. Maître! Oh père, tu ne peux pas mourir! Remettez. Remettez. Maître. Remettez la tablette. La tablette. Remettez la tablette. Ajoutez à cela, comme je vous l'ai déjà dit, que cette hypnose répond superficiellement, malheureusement, aux grandes angoisses de peur, de sens et d'appartenance, et vous comprendrez donc pourquoi il est si difficile de s'en défaire. Et cela perdure, comme disait Lacan, l'inconscient, c'est la répétition. Car le sentiment de sécurité ainsi obtenu demeure plus qu'illusoire. Même avec l'illusion d'appartenir au groupe, à la fin, les amis, on meurt quand même. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, on meurt autant que le banni, l'ostracisé, le sacrifié. Alors dans un monde naturel, bien sûr qu'on meurt un petit peu plus tard. Et même encore aujourd'hui, à la limite, ça peut se justifier encore. Mais très souvent, on oublie, via le sentiment d'appartenance, que nous allons mourir. Comme tout mécanisme hypnotique, cela tient beaucoup du bricolage et de la rustine. C'est un tampon de conscience, comme dirait Azagra. Vous m'obéissez pas, vous crevez. Vous essayez de vous échapper, vous crevez. Vous faites même que me contrarier ou m'énerver. Vous savez quoi? Vous crevez. Si ces mécanismes demeurent plutôt fonctionnels au niveau de l'espèce, pas de problème. Il en est tout autrement au niveau de la personne. Lorsque, justement, ces grandes tendances collectives broient les individus, eh bien, ils demandent à être réfléchis, repensés, parce que ce broyage reste malheureusement la norme au niveau de la planète. Comme disait John Stuart Mill, il est contraire à la raison et à l'expérience de croire que l'on puisse faire échec à la brutalité, tout en laissant la victime aux mains de son bourreau. L'enfant, voire l'adulte non entraîné, sans régulation de ses neurones miroirs, ne peut s'empêcher d'agir, de penser et de ressentir comme l'agresseur. Voilà la raison neuro-évolutive qui explique la persistance de cette neuro-inquisition culturelle. Jusqu'à notre prénom qui a été quand même choisi avant nous, d'où l'habitude de nombreux ordres initiatiques, consistant à rebaptiser l'adepte pour permettre une forme de renaissance ou de réappropriation de son propre destin. Cette surenchère dans l'originalité, c'est plus les prénoms, c'est les post-it collés sur le front. Prière de ne pas oublier que je suis différent. Schopenhauer lui-même nous rappelait que, à peine après notre naissance, des choix seront faits à propos de votre nom, de votre nationalité, de votre religion, de votre appartenance sectaire. Vous vous retrouvez ainsi à défendre tout du long de votre vie des convictions qui ne sont pas le fruit de votre propre choix. On est peut-être la première génération qui aurait pris la décision de ne rien retenir de ce que nos parents, nos grands-parents, nos aïeux nous ont transmis. On appelle anastase le transport des humeurs d'une partie de soi sur une autre. Pour sortir donc de cette anastase transgénérationnelle, il convient d'en avoir fait le tour, d'avoir sorti tout ce que la mimésis
positives, parce qu'il y a des mimésis positives, pouvaient nous apporter pour ensuite s'en émanciper. Faute de quoi, comme dirait Roland Barthes, les mythes resteront agissant de manière souterraine. Le baiser l'autre n'est pas apparu à l'époque moderne, mais que ça existait de tout temps. Qu'il y a eu des façons de baiser son prochain très élaborées depuis les origines de l'humanité. À l'instar de cette coutume que vous connaissez sûrement, consistant à sacrifier le premier d'une série au dieu, vous savez, le premier fruit qu'on a récolté, le premier pain qu'on a cuit, la première crêpe, ou le premier-né, qu'on appellera d'ailleurs du nom du prophète. Inch'Allah. À l'instar de cette coutume, donc, le risque est gigantesque de nous faire sacrifier nous-mêmes par notre propre subconscient, programmé par diverses figures d'attachement et autres cultes de la personnalité. Tout chrétien a un culte de la personnalité pour Jésus. Tout bouddhiste a un culte de la personnalité pour Bouddha. Le culte de la personnalité, il n'est pas mauvais en soi si la personnalité que l'on vénère ou qu'on respecte, à laquelle on rend hommage, cultus, hommage en latin, est bonne. Respecter Jésus, Bouddha ou Raël, c'est merveilleux puisque les valeurs qui sont amenées sont positives. À cet endroit s'ouvre un espace de respiration possible, précisément au-delà de tout bien et mal extérieur, introjecté, un souffle. Comme disait Lacan, sur moi ne signifie rien, ne doit rien signifier, sous peine d'être mis en défaut par l'écart entre le symbolique et le réel. Oui, bon, c'est du Lacan. Ne rien signifier permet d'adopter le signifiant permettant la contenance. Autrement dit, parce que Lacan, il faut quand même traduire, autrement dit, ce qui compte, c'est d'être contenu. Ça n'est pas l'ensemble des signifiants que l'on pourrait placer dans le surmoi. Il s'agit de prendre les choses à l'envers. Et si l'on sort 5 minutes de l'approche, disons, néo-judaïsante, freudo-jungo-lacanienne, je vous renvoie à la vidéo sur le Père dans les religions du livre, lorsque l'on est contenu par le Christ, cela signifie bien une chose. Cela signifie atteindre une génitalité via la reconnaissance de la castration ultime du réel. Du réel de Dieu, c'est la même chose, Dieu le réel. Chose que les approches judéo-épistémico-gnostiques ne permettent pas, précisément, au-delà d'un certain point. C'est la différence, d'ailleurs, fondamentale, entre la psychanalyse et la pneumanalyse, précisément. Pour l'anecdote, Jung trouvait que l'affirmation comme quoi le Saint-Esprit venait sous forme de présence réelle lors des différents conciles était une forme d'orgueil à visée de légitimation politique ritualisée. Je peux m'y relier très aisément, très aisément même, il suffit d'un rasoir d'Occam en vérité, et ce sans prendre parti sur le fond de la controverse, parce qu'il faut bien admettre que d'un autre côté, il y a quand même certains miracles, avec énormément de guillemets, qui rend l'examen de cette question extrêmement complexe d'un point de vue épistémique. Notons donc ici les différences d'approche épistémologique, sans avoir forcément à prendre parti. Malgré tous les désirs que nous avons d'être en pleine union avec vous, étant donné cet esprit qui règne maintenant à Rome, et que vous voulez nous communiquer, nous préférons continuer dans la tradition, garder la tradition, en attendant que cette tradition retrouve sa place à Rome, en attendant que cette tradition retrouve sa place dans les autorités romaines, dans l'esprit des autorités romaines. Ça durera à ce que le bon Dieu prévoit, ce n'est pas à moi à savoir quand la tradition retrouvera ses droits à Rome, mais je pense que c'est mon devoir de donner les moyens de faire ce que je l'appellerais cette opération survie de la tradition. Dans tous les cas, devant cette extrême complexité, il faut bien le dire, ça n'est pas simple, ce sont des questions qui sont assez complexes, vous pouvez au moins vous fier à un indice clair pour ce qui est de l'évaluation de votre liberté intérieure. Des gens ne vous aiment pas. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut devenir un parfait connard, c'est absolument pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que si jamais on reste comme ça dans cette espèce de consensus mou où l'on est aimé de tout le monde, il y a peu de chances que l'on se soit réellement émancipé de ces déterminismes hypnotiques, socio-culturels. Ce que résumait d'ailleurs très bien Boris Mouraviev quand il disait « Au début, des gens vous trouveront étranges, puis bizarres, et enfin, odieux ».
Papa, je sais qu'il aurait peut-être tendance à faire peur. Qu'il est dangereux. Il est psychotique. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci à vous d'être restés jusque-là. Merci à tous ceux qui partagent cette vidéo sur la toile. Ça aide bien pour faire connaître mon travail. Merci à ceux qui mettent des pouces vers le haut. Merci aux tipeurs qui soutiennent encore et toujours la chaîne. Merci à tous ceux qui commentent. J'essaie de vous répondre plus ou moins dans la limite de mon temps libre et d'un minimum de civisme et de politesse, ça va de soi. Vous savez que pour les 10 ans de la chaîne, ce serait super cool qu'on arrive à faire 10 000 abonnés là, voilà, pour le nouvel an en fait, hein, tout simplement. C'est à peu près à ce moment-là que va y avoir l'anniversaire de la chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook où je vous écris très régulièrement, plusieurs fois par semaine, des petits billets. Quant à moi, je vous laisse avec une merveilleuse citation de William Blake. « J'ai cherché mon âme et je ne l'ai pas trouvée. J'ai cherché Dieu et je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché mon frère et je les ai trouvés tous les trois. » Salut Internet. Drôle de boulot. Pour 60 $ de l'heure, je ne fais qu'écouter les tourments de mes patients. Et vous savez ce qu'ils disent? Tout ce qui leur arrive, c'est la faute de ce monde de fous. Et parfois, c'est vrai, j'ai tellement envie de tout balancer. Pour tenter d'autres expériences. Aller voir ailleurs, en dehors des normes, ce serait une excellente expérience. Mais je ne serais pas sûr de revenir à la réalité. Et je ne sais pas si je dois prendre ce risque.